Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur notre chronique hebdomadaire avec Thomas Porcher. Dans une tribune du Figaro datant du 29 mars, Margrethe Vestager, commissaire européenne à la concurrence, déclare craindre que la crise ne favorise des situations de monopole au sein des marchés. Pour elle, il est primordial par les temps qui courent de conserver la libre concurrence des marchés. C'est une tribune et la commissaire européenne, membre du Parti social-libéral danois, défend un point de vue ultralibéral, tout en donnant les lignes directrices à venir de la politique européenne dans le contexte de la crise que nous traversons actuellement. Comment interpréter les lignes de cette tribune? Qu'est-ce que cela révèle pour l'avenir économique? Le dimanche 28 mars avait lieu dans toute la France des marches pour le climat, réclamant des lois plus ambitieuses pour défendre les mesures proposées par les 150 membres de la Convention citoyenne pour le climat et critiquant la politique d'Emmanuel Macron en termes d'écologie. Pourtant, il s'agissait d'une promesse de campagne, de mettre l'accent sur le climat. Où en est-on du bilan climatique d'Emmanuel Macron à 1 an des élections présidentielles? Après des semaines de silence, le chef de l'exécutif, président de la République, Emmanuel Macron, s'est enfin exprimé le mercredi 30 mars à 20h. L'occasion pour lui de faire le bilan sur les mesures annoncées ces dernières semaines. Un confinement en demi-teinte par département, une campagne vaccinale de plus en plus critiquée. Décryptage avec Thomas Porcher. Pour la commissaire européenne Margrethe Vestager, la priorité est claire. Conserver la libre concurrence des marchés est un impératif, même en temps de crise. Coup bas pour les consommateurs, davantage d'emplois, entreprises qui pourraient enfin déployer leur potentiel. Si l'on en croit la commissaire, il s'agit pratiquement d'une solution miracle. En faisant du maintien de la concurrence une priorité et en utilisant tous les moyens à notre disposition pour y parvenir, nous mettons tout en route pour garantir une société et une économie européenne juste et prospère, écrit-elle. Alors Thomas, dans sa tribune, Margrethe Vestager évoque le coût à payer du manque de concurrence sur les marchés. Pour elle, ça favoriserait moins d'emplois, une croissance qui serait totalement bloquée. Elle appelle notamment d'ailleurs plusieurs études pour soutenir son argument. Mais la logique, elle n'est pas très évidente. Est-ce que c'est juste un argument thatcherien, un argument de plus pour nous dire qu'on ne peut pas faire autrement? Alors, les études déjà qu'elle mentionne, sans les citer réellement, moi j'aimerais bien les avoir sous les yeux et voir de quoi il s'agit, parce que nous expliquer aujourd'hui que la concurrence a été bénéfique en Europe, franchement, je ne sais pas comment on peut tordre les bras autant aux faits réels. Vous savez, il y a quand même une constante chez les libéraux, c'est qu'ils n'ont jamais tort, c'est la réalité qui a tort. Et ça a amené à quoi la concurrence en Union européenne? Ça a amené à quoi? Clairement, au moins-disant fiscal et au moins-disant social. Vous avez aujourd'hui dans l'Europe plusieurs paradis fiscaux qui siphonnent les recettes budgétaires des pays voisins tout en disant vive l'Europe. Vous avez une modération salariale immense, vous avez des lois de travail qui sont passées, vous avez une précarité qui a grandi partout. C'est ça le bilan de l'Union européenne. Et vous savez, au final, qu'est-ce qui se passe? Vous avez les Italiens qui sont plus pauvres aujourd'hui qu'à la fin des années 90. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, 15% des stagiaires en Italie ont plus de 45 ans. Vous avez plus de 45 ans et vous êtes stagiaire. 15%, vous vous rendez compte? C'est ça la loi du marché qui a fait le bonheur de tous. Et c'est ce qui nous menace? Non mais écoutez, bien sûr, là, quand Macron a fait la loi travail, elle avait été faite en Italie aussi, le super Job Act italien, avec les conséquences que nous connaissons. Enfin, la réalité, c'est que Macron nous l'a présenté comme un novateur, mais il a fait tout simplement ce que d'autres pays avaient fait avant lui, et notamment les pays du Sud. Maintenant, quand on prend le bilan du marché européen, vous savez, au tout départ, quand on a été dans la concurrence, il y a eu plusieurs rapports qui nous ont vanté les effets du marché unique. Il y a le rapport Cecchini en 88 qui prévoyait des millions d'emplois et 6,5% de croissance. On n'a jamais vu les millions d'emplois ni la croissance. Chaque fois qu'on signe un traité de libre-échange, il y a une commissaire qui apparaît en nous disant que ça va créer des millions d'emplois. On ne les a jamais vus. Donc oui, c'est ça la réalité. C'est qu'il faut regarder les faits. Voyez. Et les faits, c'est aujourd'hui, beaucoup d'Européens sont plus pauvres qu'il y a 10 ans et parfois même qu'il y a 20 ans. La jeunesse européenne est condamnée soit à des emplois de plus en plus précaires, soit au chômage de masse. Et politiquement, partout en Europe, vous avez des partis xénophobes et nationalistes qui montent. Donc voilà, pour moi, le vrai bilan factuel, sans tordre le bras à la réalité, du marché unique. Et c'est là-dessus, pour moi, qu'il faudrait regarder les choses et voir ce qui a modifié, et pas se dire qu'il faut aller encore plus loin dans la logique qui a amené à cela. Alors, quand elle critique le fait que certaines entreprises sont entre les mains d'une personne, on sait de qui elle parle, elle évoque le rôle des États. Pour te rafraîchir la mémoire sur la tribune, elle écrit clairement « Mais pour garantir l'ouverture et la compétitivité de notre économie européenne, nous devons aller plus loin. Outre celui de certaines entreprises, nous devons aussi surveiller de près le comportement de certains gouvernements en matière d'aide publique.
Là, en ce moment, on traverse une crise sanitaire de grande ampleur. Est-ce que ce n'est pas justement le moment où on peut remettre carte sur table et réclamer davantage de force à l'État pour qu'il puisse appliquer des stratégies économiques en temps de crise? Tout à fait. Alors déjà, la première des choses, je ne sais pas dans quel monde vivent ces gens. Parce qu'il faut sortir un petit peu de l'Europe et regarder. Aux États-Unis, on a des monopoles, mais des monopoles privés même, hein, même pas publics. C'est-à-dire, vous savez, la concurrence, c'est très bien, mais elle amène souvent à un dominant qui devient un monopole privé. Enfin, Google, vous voyez, aux États-Unis, c'est presque un monopole privé. Apple, c'est pareil. Et on sait très bien que l'État américain, vous vous en souvenez dans l'affaire qu'il y avait eu entre Apple et l'Irlande, notamment avec cette histoire d'optimisation fiscale et l'amende qui avait été donnée par la Commission européenne à Apple, il y avait le gouvernement américain qui était vent debout derrière. Vous voyez, donc vous avez des entreprises, des États qui soutiennent des grosses entreprises qui sont en monopole privé. Et puis vous regardez de l'autre côté, hein, en Chine avec Huawei, c'est la même chose. Vous avez un État derrière Huawei. Et puis vous regardez Samsung en Corée, c'est la même chose. Et chez nous, on nous explique qu'il ne faut pas du tout faire ça. Enfin, les Européens, ce sont les idiots de la mondialisation. Et là, on le voit bien dans ce texte-là. Ce texte-là, c'est un enchaînement de poncifs comme ça pour dire que la concurrence est bien, sans faire de comparaison, sans regarder le reste du monde. Or, dans le reste du monde, vous avez des États qui sont derrière leurs entreprises. Ça, c'est la première chose. La deuxième des choses, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se réinventent là, pendant la crise. Moi, je regarde de l'autre côté de l'Atlantique, des États-Unis. Je vois le plan de relance qu'ils font. Ils se réinventent complètement. Vous regardez le Royaume-Uni, ils se réinventent complètement. Ils vont soutenir leur économie. Et puis chez nous, on a un plan européen. On n'a toujours pas vu 1 euro de ce plan européen. Personne n'en a vu. Là, ça va être à la fin de 2021. On a un plan de relance qui est hyper petit par rapport à ce que font les autres pays. Donc il n'y a que chez nous qu'on ne se réinvente pas. Vous voyez, partout, ils se réinventent, sauf chez nous. Nous, on vous dit, ah ben non, en fait, il faut aller encore plus loin dans ce qui a mené à la crise. Vous savez, l'Europe, quand même, il faut voir ces dernières années ce qu'elle a fait. La crise d'austérité qui a fait qu'elle a mis beaucoup plus de temps à revenir de la crise de 2008, elle a transformé la crise américaine en une crise des dettes, alors qu'elle était la zone où les dettes et les déficits étaient le mieux contrôlés dans le monde, et pourtant elle n'a pas pu éviter une crise des dettes. Donc il faut à un moment un peu se renouveler et avancer, mais ce n'est pas du tout ce qu'elle fait. Mais le reste du monde ne l'attend pas. Hein. Et on l'a bien vu pendant cette crise où on n'a pas su fabriquer des masques, on s'est volé les masques entre pays, ça doit être ça là, les bienfaits de la concurrence, c'est de s'arracher les masques entre pays européens et puis après de dire vive l'Europe. Sur les vaccins, c'est une catastrophe. Par rapport aux autres pays, on vaccine beaucoup moins vite parce qu'on les a achetés moins cher, tout en étant content de les acheter moins cher, alors donc on est livré en dernier. Donc il y a un vrai problème là. Donc il faut se réinventer complètement là-dessus, hein, ça c'est sûr. En tout cas, pour elle, conserver la concurrence des marchés, ça permettrait pour le consommateur d'avoir des prix plus bas. Et sans jouer au devin, hein, évidemment, ce genre de ligne-là, qu'est-ce qu'elles annoncent pour le français moyen ? La concurrence sur les prix plus bas, peut-être à un moment, mais pas sûr, parce que vous savez, encore une fois, après, et vous regardez aux États-Unis, il y a même des économistes libéraux, hein, comme Thomas Philippon, hein, qui est plutôt un libéral, qui a écrit un livre assez intéressant où il montre comment la concurrence a amené à des monopoles privés et à l'augmentation des prix. Il y a plein de choses aux États-Unis qui sont beaucoup plus chères, parce qu'il y a des monopoles privés. Le gagnant a tout remporté et il reste tout seul. Donc il faut arrêter de dire que la concurrence fait baisser les prix. Parfois, elle peut arriver pendant un certain temps, mais à terme, c'est pas sûr. Et puis après, la concurrence, dans l'Europe, elle amène aux délocalisations, à la modération salariale et ainsi de suite. Donc si la concurrence fait de la modération salariale, ça on en est sûr, et qu'elle baisse les prix, on en est moins sûr, et qu'elle fait perdre des emplois, je ne suis pas sûr que le plus-moins fasse un plus à la fin. Il est possible que la concurrence, les effets négatifs de la concurrence soient supérieurs que les effets positifs. Voilà. Alors qu'on nous a vendu que les effets positifs allaient l'emporter sur les effets négatifs. Convention citoyenne pour le climat. Conseil de défense écologique, la communication d'Emmanuel Macron tente de verdir son quinquennat. Pourtant, à un moment où l'urgence écologique semble devenir la priorité, en parallèle évidemment de l'urgence sociale, on est face à un bilan critiqué par les observateurs. On peut citer à titre d'exemple les timides avancées sur la question des énergies renouvelables ou encore l'échec de l'interdiction du glyphosate. Et toi, Thomas, quel regard est-ce que tu portes sur le bilan d'Emmanuel Macron en termes d'écologie ? Alors, plutôt mauvais. Il y a eu parfois des bonnes choses, comme le fait d'en finir avec Notre-Dame-des-Landes. Ça, c'était une bonne chose, mais plutôt mauvais dans l'ensemble. Vous savez, il y avait une loi qui avait été votée en 2015 sur la transition énergétique qui prévoyait de contenir les émissions de gaz à effet de serre à 2,3% par an. Une baisse de 2,3% par an des émissions de gaz à effet de serre. Comme Macron n'a pas fait grand-chose, hein, il s'est dit je ne vais pas pouvoir tenir cet engagement. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais baisser, en fait, l'objectif. Donc, il baisse l'objectif à 1,5%, de baisser d'1,5% les émissions de gaz à effet de serre. Et qu'est-ce qui se passe ? En 2020, il arrive à les baisser de 1,7. Et là, il se réjouit. Il dit « Ah, mais c'est génial, les amis, regardez, j'ai été plus loin que ce qui était prévu. » Donc, vous voyez, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'en termes de climat, quand on n'arrive pas à tenir des objectifs, on baisse les objectifs. Et on reporte à demain les efforts. Alors que tous les scientifiques s'accordent à dire qu'il faudrait faire maintenant le point de bascule, c'est en ce moment, c'est maintenant, c'est pas dans 3 ans, 4 ans, c'est maintenant. Vous
Voyez, et là, qu'est-ce qu'on fait, nous? Plutôt que de renforcer les efforts, et là, d'affronter clairement des lobbies industriels, la logique productiviste, etc., on baisse les objectifs. Et ça s'applique à l'Europe, parce qu'aucun pays européen n'a respecté ses engagements de l'accord de la COP21, l'accord de Paris. Donc voilà, on peut avoir des grandes envolées lyriques sur le climat. Si on ne fait rien, on est forcément une forme de nouveau type de climato-sceptique, faut le dire. C'est-à-dire des gens qui disent « vive le climat » et qui ne font rien. On reviendra sur la question européenne, mais parmi les nouveautés de ce quinquennat, on peut citer la création en octobre 2019, justement, de la Convention citoyenne sur le climat. Alors, certains voient dans la création de cette convention une victoire démocratique, enfin, des citoyens qui vont pouvoir donner leur avis sur la question climatique. Là, on voit quand même un bilan qui est catastrophique en termes de climat. Est-ce que ce n'était pas de la poudre aux yeux jetée pour faire penser que Macron avait réellement une politique écologique? Moi, dès le début, je savais que ce truc n'allait pas fonctionner. Alors, pas pour les citoyens. Vraiment, les 150 citoyens qui ont été tirés au sort, ils ont fait un travail magnifique. Ils ont discuté pendant longtemps, ils ont fait quand même 149 propositions. Et là, ils défendent leurs propositions. Ils ont mis une note très mauvaise, d'ailleurs, à la loi climat qui a été proposée par le gouvernement. Donc, ils sont quand même ils sont très engagés. Et ça, c'est une belle chose. Mais moi, j'avais déjà vu ça avant. J'avais vu ça, par exemple, sur le non à la Constitution. Moi, sur le non à la Constitution, j'ai vu des citoyens, et à l'époque il n'y avait pas Internet, etc., des citoyens qui ont lu la Constitution, qui se sont documentés eux-mêmes, qui se sont rendus compte que c'était une casse du service public qui était organisée. Au référendum, ils ont majoritairement voté non. Qu'est-ce qu'on a fait? On leur a redonné la loi en évitant finalement ce qu'ils avaient dit. En Grèce, en 2015, la majorité des Grecs ont voté non aux réformes de la Troïka. Et on leur a dit, taisez-vous, on vous passe les réformes. Vous voyez, et même récemment, en 2013, il y a eu un vote, une consultation en ligne sur les tribunaux arbitraux. Vous savez, c'est ces tribunaux supranationaux qui font que les multinationales peuvent attaquer des États et qui sont dans tous les traités de libre-échange. CETA, le traité avec Mercosur, etc. Et il y a eu cette consultation en ligne. 150 000 personnes ont répondu en Europe. Beaucoup, majoritairement des Allemands, à 95%, ils ont dit qu'ils ne voulaient pas de ces tribunaux. Et on a dit, c'est très bien, vous n'en voulez pas, mais on vous les mettra quand même. Et aujourd'hui, dans le CETA, qui n'a toujours pas été voté à l'Assemblée, mais qui est quand même appliqué en France, vous avez ces tribunaux arbitraux. Donc tout ça pour vous dire que le citoyen, on l'écoute quand il dit en fait ce que nos dirigeants politiques veulent. Dès qu'ils ne disent pas ce que nos dirigeants politiques veulent, on ne les écoute pas. Et c'est ce qui s'est passé avec la conférence citoyenne pour le climat. C'est-à-dire qu'il y a eu 149 recommandations, il n'y en a qu'une dizaine qui ont été retenues et le reste, ça va à la poubelle. Alors tu viens de nous le dire, il y a une crise démocratique sur la question du climat, mais il n'y a pas seulement les citoyens qui ne sont pas entendus. On peut penser notamment à l'une des promesses d'Emmanuel Macron, l'interdiction du glyphosate, ce qui lui a été refusé par l'Union européenne. Tant et si bien qu'il est revenu sur la dite promesse en disant finalement on va la baisser qu'à 50%. Est-ce qu'il est nécessaire de remettre en question l'Union européenne pour pouvoir répondre aux aspirations en termes d'écologie? Oui, c'est clair. Alors d'abord, je vais quand même revenir un petit peu. Je voulais dire juste une chose en plus qui m'a échappé sur la Convention citoyenne. C'est que, en fait, ce qu'il faut tirer comme conclusion de cette aventure, c'est quoi? C'est qu'on ne peut pas parier sur l'intelligence collective, sur le fait qu'on puisse convaincre nos dirigeants qui sont en partie tenus par des lobbies. Voilà, c'est Nicolas Hulot lui-même qui l'avait dit quand il a quitté le gouvernement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait ce pari-là, qui sont des gens qui ont combattu quand même activement le réchauffement climatique. Je pense à Mathieu Orphelin. Il s'est dit, je vais soutenir Macron en offrant un crédit à Macron sur la question du climat, une question qui n'intéressait pas beaucoup quand il était ministre de l'économie, puisqu'il développait les bus, etc., le gaz de couche, et il a dit qu'il était pour le diesel. Ils lui ont donné un crédit parce qu'ils se sont dit, c'est avec ce monsieur qui va gagner la présidentielle qu'on pourra parler écologie. Et on se rend compte aujourd'hui qu'on ne peut pas parler écologie en pariant sur l'intelligence collective. Le grand débat, la Convention citoyenne, tout ce qui fait intervenir les citoyens dans le cadre imposé par les dirigeants n'a aucun effet. En fait, si les citoyens veulent faire de la politique, ou de l'engagement pour le climat, il faut qu'ils le fassent comme ils l'ont fait avec Notre-Dame-des-Landes. Là, il n'y avait pas de négociation. C'était non. Ils ont créé une ZAD, c'était non. Et ils ont gagné. Les collectifs contre le gaz de schiste, moi je m'en souviens. Il y en avait beaucoup dans le Gard, il y en a eu partout après, là où il y avait du gaz de schiste. C'était pas on négocie, on discute dans le cadre imposé par nos dirigeants. C'était non et c'est tout. Même s'ils s'informaient, même s'ils avaient des contre-arguments, les gens s'opposaient.
Et aujourd'hui, je pense que la mobilisation citoyenne, elle ne peut pas être dans le cadre imposé par des dirigeants qui sont tenus par des lobbies. Elle doit être dans l'opposition. Et c'est comme ça qu'on gagnera. Et la Convention citoyenne, malgré les efforts de ces citoyens, l'investissement de ces citoyens, le travail, ils y ont cru, et ils se sont fait berner. Et donc c'est fini. Ça ne doit plus être comme ça. Voilà. Sur la question de l'Europe, dire, vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de sociodémocrates, macronistes, parce que tout ça se ressemble finalement à la fin, qui vous disent, oui, la bonne échelle, la juste échelle pour la transition écologique, c'est l'Europe. J'ai jamais entendu quelque chose d'aussi bête. Non, mais c'est très bête. Déjà, il faut m'expliquer pourquoi on devrait, je ne sais pas moi, acheter de la viande qui vient de Roumanie alors qu'on peut en avoir chez nous. Enfin, en quoi c'est écologique? Il faudra m'expliquer ça à l'échelle européenne, ça c'est la première des choses. Même si je préfère acheter de la viande européenne plutôt que de la viande en dehors de l'Europe, et je préfère acheter des vêtements fabriqués en Europe que des vêtements fabriqués à 12 000 km, ça on est d'accord. Mais malgré tout, parler de transition énergétique au niveau européen, c'est idiot. Et écologique, c'est idiot. Et c'est idiot aussi du point de vue de l'énergie. L'énergie, chaque pays peut avoir des spécificités en termes d'énergie, en fonction des choix politiques qu'il a fait, mais en fonction aussi de sa géographie. Certains pays ont du soleil, d'autres ont du vent, d'autres vont avoir une position, une température spéciale pour la rénovation des bâtiments, pour un certain type de rénovation des bâtiments, d'autres vont être plus dans le froid et doivent avoir un autre type de rénovation de bâtiments. On ne peut pas imposer, comme aime le faire l'Europe, une transition énergétique unique. Vous savez, après le marché unique, la monnaie unique, transition énergétique unique. Parce que qu'est-ce qu'on va mettre dedans en fait ? Qu'est-ce qu'on va mettre dedans? On va mettre les centrales à charbon de l'Allemagne, on va mettre le nucléaire et le PR français. Donc tous ces gens qui parlent de banque pour le climat européenne, la banque pour le climat européenne, elle a financé quoi? Le PR français ou les centrales à charbon en backup des renouvelables en Allemagne? Faut me le dire. Tout ça, c'est des conneries. La transition énergétique, elle se fait de manière nationale. Alors je suis désolé de dire ça, et même plutôt même locale, après à l'échelle peut-être même des collectivités territoriales, tout en respectant les équilibres énergétiques. Et donc ça, c'est quoi? C'est tenir compte de son emplacement géographique, tenir compte de son climat, tenir compte de sa production locale, tenir compte d'un certain nombre de critères qui sont dans une échelle plutôt nationale. Alors je sais que les gens n'aiment pas dire ce mot-là, national, mais la transition énergétique, c'est la bonne échelle, c'est l'échelle nationale. Voilà. Et l'échelle, même après, dans cette nation des collectivités territoriales, et ainsi de suite. Ce n'est pas une échelle européenne, ça ne veut absolument rien dire. Et d'ailleurs, demander quel est l'objectif commun en termes de climat aux pays européens, vous avez tout le temps des réponses différentes. La Pologne, elle veut surtout se débarrasser, via son histoire, de sa dépendance au gaz russe, donc elle va développer du charbon. La France, c'est le nucléaire. L'Allemagne, c'est les renouvelables plein pot, mais avec des centrales à charbon en backup. Enfin, tout le monde a un bilan énergétique différent et personne n'a le même objectif. Donc l'Europe n'est pas le bon exemple en termes de lutte contre le réchauffement climatique, puisque aucun de ces pays ne tient cet accord de la COP21. Et deux, en termes de transition énergétique, ça partirait dans tous les sens où on imposerait un système de transition aux pays comme on a l'habitude de le faire, comme l'Europe a l'habitude de le faire. Pas de grandes nouvelles dans l'allocution d'Emmanuel Macron du 30 mars. Celui-ci revient sur ce qu'il considère être des réussites dans les dernières mesures mises en œuvre ces dernières semaines et annonce l'élargissement des contraintes départementales à toute la France, ainsi que la fermeture des établissements du primaire et du secondaire. À l'approche de la troisième vague du virus, provoquée notamment par les variants, ces annonces sont-elles à la hauteur? Alors Thomas, je suppose que tu as suivi l'allocution d'Emmanuel Macron. Quel bilan est-ce que tu en tires? Mais pour moi, on est toujours on fait tout en catastrophe. C'est ça. Par exemple, l'augmentation des lits. Là, il nous a dit qu'il allait augmenter les lits. Ça se fait en catastrophe. Ça se fait à un moment où tous les chefs d'hôpitaux ont dit que voilà, ils allaient devoir peut-être faire un tri. Donc là, on augmente. Alors que moi, je pense qu'on aurait dû prévoir tout ça avant. On nous a dit qu'on allait être prêt pour la deuxième vague. Là, on a la troisième vague, on n'est toujours pas prêt. On fait tout en catastrophe. Et ça qui est embêtant. C'est-à-dire que le virus nous réserve des surprises. Nous l'avons vu. Là-dessus, il faut être très modeste avec le variant anglais. Mais il faut quand même, à un moment, planifier un certain nombre de choses. C'est-à-dire avoir des lits, mais ça ne veut pas dire qu'on doit mettre tout le monde en réanimation. Personne ne va aller en réanimation. Tout le monde fait attention quand même globalement, la majorité des gens, à ne pas transmettre le virus. On le voit bien avec le port du masque dans la rue, etc. Mais on est dans une période de pandémie, donc il faut mettre des lits en plus. Idem pour la production de vaccins. Alors on n'arrête pas de nous dire, oui mais vous savez, si on défend la levée des licences, à l'OMC, ça met du temps d'avoir des usines pour produire des vaccins. Non mais il faut arrêter de regarder les temporalités normales. Un vaccin, normalement, ça met 10 ans à se trouver. Vous voyez, là, on a mis un an. On a mis un an parce qu'on est dans une pandémie mondiale. Donc, quand on réoriente sa production pour produire des vaccins, il ne faut pas se baser sur la période normale. Alors, ça prendrait 2-3 ans. On s'en fout, non. Ça pourrait prendre moins de temps
En Chine, ils ont construit des hôpitaux parfois en une semaine. Enfin, à un moment, il faut y aller, quoi. On est en pandémie, donc il faut prendre des mesures. Il ne faut pas attendre que le train passe en se disant au dernier moment, bah, tiens, on va faire ci, on va faire ça, et on fait que des ajustements. Il y a plein de choses qui n'ont pas été faites. Par exemple, moi, quand j'ai repris mes cours en début d'année, j'avais lu sur une université américaine qui ressortait des études et qui avait réappliqué ça dans le cas du Covid, qu'on pouvait mettre des petits émetteurs de CO2 qui disaient en fait s'il y avait suffisamment de courant d'air dans la salle. C'est-à-dire qu'au-delà de 700 ppm, il fallait aérer. Voilà. C'est des petits émetteurs, ça coûte 20 €. J'ai commandé, ça m'a coûté 20 €. Et quand la classe était trop dense et qu'on dépassait ce niveau-là, eh ben, j'ouvrais les fenêtres ou je disais aux gens on va prendre une pause de 5 minutes. Et ça, en fait, c'est des petites choses de rien du tout, mais qui permettent de mesurer en fait, le cadre plutôt favorable ou non à une circulation du virus. Aucune salle n'a été équipée de ça, salle scolaire, etc. On continue à faire comme à l'ancienne, on dit aux gens bah, ouvrez la fenêtre comme ça quand vous pouvez, on dit aux gens faites ce que vous voulez. Enfin, rien n'a été fait, rien n'a été planifié. Donc moi, ce qui m'embête, c'est qu'on court constamment. Pour moi, on court constamment après le virus. On a un train de retard, alors qu'on pourrait, sur certains points, avec toute la modestie, encore une fois, qu'il faut avoir là-dessus, mais on pourra avoir quand même un petit train d'avance sur un certain nombre de choses. Et là, à l'avenir, bon, on a vu pour le cas du Covid-19 que l'État n'était absolument pas préparé, mais est-ce qu'il y a eu des annonces en termes d'ouverture sur les hôpitaux qui sont aujourd'hui surchargés? Est-ce que l'État compte se saisir de ces sujets à l'avenir, ou on est encore en train de réagir au jour le jour? Ben, c'est ça, on réagit au jour le jour. Moi, je trouve qu'il s'en saisit juste quand il est au bord du ravin. Au dernier moment, on se dit, bon, bah là, on va augmenter des lits, on va faire en sorte de demander au privé. Enfin, c'est toujours quand on est au bord du précipice, pareil pour la production de vaccins, pareil pour tout, c'est quand on est au bord du précipice qu'on se rend compte que, bon, oui, il y a eu des erreurs. On ne remet pas en cause le bilan, mais oui, il y a eu des erreurs. C'est toujours ça qu'on dit. Mais en fait, on ne peut pas faire mieux. Bon, il y a des pays qui ont quand même fait beaucoup mieux, hein. Voilà, peut-être pas en Europe, hein, mais justement, il faudrait peut-être repenser encore une fois à ce qui est dans la tête de nos dirigeants en Europe. Mais il y a des pays qui ont fait beaucoup mieux. Et là, les États-Unis, par exemple, qui avaient très mal commencé avec Trump, en termes de vaccination, même le Royaume-Uni, ils accélèrent fortement. Et là, ils mettent une leçon. Et même des pays parfois en émergents ou en voie de développement, comme le Maroc, ils mettent des leçons là à des pays riches comme l'Union européenne, à des ensembles de pays faisant partie de l'Union européenne. Donc, il faut quand même à un moment se remettre aussi un petit peu en question. Alors, j'entends bien qu'ailleurs aussi, ça flambe, etc., et qu'on peut se satisfaire de ça. Mais je n'ai pas l'impression, moi, qu'il y ait grand-chose. En fait, j'ai toujours l'impression que l'ajustement repose sur le citoyen. Alors, on est d'accord, il faut que... je me souviens, certains avaient dit que s'ils chopaient le virus, c'était de leur propre faute, hein, et que les soignants ne demandaient pas des lits, mais qu'on ne chope pas le virus. Donc, on fait tous des efforts. Mais il y a un moment aussi des infrastructures, des structures que vous pouvez mettre en place pour que dans une pandémie mondiale, on puisse mieux gérer l'augmentation de la circulation du virus, qui n'a pour moi pas été fait entre aujourd'hui et l'année dernière. Je ne vois pas trop, à part le fait que nous avons aujourd'hui des masques et du gel hydroalcoolique, ce que nous n'avions pas il y a un an. Donc il y a eu peut-être un petit progrès, parce qu'avant on ne les avait pas, mais ça ne servait à rien. Sauf le gel hydroalcoolique, on disait qu'il fallait se laver les mains, mais on n'en avait pas. Mais pour le reste, ça ne servait pas à quelque chose des masques. Mais aujourd'hui, on a juste ça. Mais qu'est-ce qu'on a de plus? Rien. Donc c'est embêtant. C'est la fin de notre émission. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Pour soutenir l'information indépendante, devenez sociaux, faites un don. Et on vous dit à la semaine prochaine. Chaque jour, nous mesurons la catastrophe des politiques néolibérales en œuvre depuis près de 40 ans. Austérité, chômage de masse, crise. Les premiers touchés par ces politiques sont les travailleurs, les citoyens, les familles, vous. Pour changer les choses, il est impératif de nous réarmer, de comprendre les outils des puissants. Aux médias, nous voulons donner la parole à ceux que les médias traditionnels ignorent. Économistes hétérodoxes, journalistes, essayistes. C'est avec eux que nous pouvons comprendre le monde d'aujourd'hui et ses failles pour pouvoir construire le monde de demain. Le média change, se transforme et devient une SKIC, une société coopérative d'intérêt collectif pour nous permettre de continuer ces émissions d'analyse en toute indépendance. Rejoignez la coopérative du média pour que nous puissions ensemble reprendre notre destin en main contre des politiques économiques de pensée unique. Rejoignez la première coopérative audiovisuelle de France.